Depuis des siècles, des artefacts ont été retrouvés aux quatre coins de la planète. Objets anachroniques, écritures inconnues, technologies perdues, ces découvertes défient tout ce qu'on sait sur l'histoire de notre humanité. Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Avant d'attaquer le sujet aujourd'hui autour de 4 artefacts inexpliqués et mystérieux de notre planète, j'aimerais d'abord vous remercier énormément, déjà pour la première vidéo que j'ai fait sur les 4 artefacts. Vous avez été nombreux à la voir, mais surtout, la vidéo qui a fait le plus de succès sur ma chaîne dernièrement, c'est l'interview de Mathias Butès sur notamment la machine d'Anticythère. Vous avez été plus de 10 000 à liker la vidéo, plus de 350 000 vues, et les vues continuent d'augmenter. Vous avez été plus de 5 000 à vous abonner à la chaîne, donc je ne sais pas comment vous remercier. Merci énormément pour ça. Vraiment, c'est un truc de fou. Et Mathias est aussi content que moi, je pense, des retours sur cette vidéo. Donc, merci encore. Et si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire maintenant. C'est le moment. Aujourd'hui, on va parler de 4 artefacts qui vraiment défient toute logique de notre histoire. Des pierres qui sont gravées de technologies qu'on ne connaissait pas encore, des clous qui datent d'il y a 10 000 ans faits de 90% d'aluminium, une pile qui a plus de 2000 ans, ou encore un livre qu'on n'arrive pas à déchiffrer depuis plus de 100 ans. On va parler en premier du livre de Voynich. Si vous n'avez jamais entendu parler de ce livre, il a été découvert en 1912 par le libraire et antiquaire polonais Wilfried Voynich dans une bibliothèque jésuite près de Rome. Il avait acheté une collection d'anciens livres et il est tombé sur ce livre vraiment très singulier et très étrange à la fois. L'origine de ce livre reste un mystère, mais il aurait été écrit au XVe siècle, entre 1404 et 1538, en plein cœur du Moyen-Âge, et on ignore encore par qui il a été écrit et surtout pourquoi. Alors jusqu'ici, rien de bizarre, c'est juste un livre différent des autres, mais qu'est-ce qui est réellement bizarre dans ce livre? Alors, il faut savoir qu'en fait, l'écriture qui est écrite dedans est absolument inconnue et encore indéchiffrée aujourd'hui. Comme on l'a compris, il a été découvert il y a plus d'un siècle et on n'a toujours pas pu déchiffrer son contenu. Pourquoi? Parce que l'écriture ressemble à absolument rien de ce qu'on connaît sur la planète. Il n'y a aucun autre manuscrit qui est écrit de la même façon que celui-ci, ce qui rend tout simplement son déchiffrage impossible encore aujourd'hui. Mais c'est pas tout, il y a énormément de dessins dans le livre et de contenu un petit peu étrange, notamment des plantes qui sont dessinées, décrites et qui ne ressemblent absolument en rien des plantes qu'on a sur notre planète. Littéralement, on dirait qu'elles viennent pas de ce monde. Alors évidemment, vous imaginez bien qu'après, on va aborder aussi toutes les théories autour de ce livre. Et comme vous l'aurez compris, la théorie des extraterrestres arrive très rapidement sur la table. Pour que vous rendiez vraiment compte du contenu de ce livre, voici quelques images qui illustrent qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Donc ce livre est constitué de plus de 240 pages d'écrits et de dessins. Alors comme vous pouvez voir, il y a énormément de plantes qui sont dessinées, qui sont vraiment très étranges, qui visiblement pourraient ne pas venir de cette planète parce qu'on n'a jamais trouvé de similitude avec d'autres plantes sur la Terre. Mais il y a également des dessins de constellations, de cercles mystérieux et de représentations des astres qui elles aussi n'ont pas été déchiffrées. Mais c'est pas tout, il y a également des vasques gigantesques avec des humains à l'intérieur avec une espèce de liquide vert dedans, interconnectés entre elles. C'est vraiment très bizarre, des fois un petit peu inquiétant. On n'arrive pas vraiment à comprendre vraiment ce que c'est censé signifier. Et il y a également des dessins de fioles et de substances mystérieuses. Toutes les théories autour de ce livre sont vraiment hyper varié parce que soit c'est tout simplement un fou qui a dessiné quelque chose qui passait par son imagination à la même enseigne que l'écriture qu'il a créée lui-même, ou alors c'est vraiment quelque chose qui cache un secret qu'on n'a toujours pas déchiffré et qui pourrait répondre à pas mal de questions sur les connaissances de cette époque-là. On va aborder du coup 4 théories principales autour du livre de Voynich. La première étant que c'était tout simplement un livre codé par des alchimistes, comme vous le savez peut-être, mais à la période du Moyen-Âge. Si on parlait de quelque chose qui sortait un petit peu des clous, des choses desquelles ils avaient l'habitude de parler à cette époque-là, on était tout de suite considéré comme un fou et des fois brûlé sur le bûcher vif. Donc bon, c'est pas la meilleure ambiance quoi globalement. Et là peut-être que justement c'était un alchimiste qui voulait laisser une trace, qui s'est créé son propre langage, ses propres dessins pour justement que ça ne puisse pas être lu par tout le monde et qu'on le prenne pas pour un fou. Deuxième théorie, évidemment un message extraterrestre. Tous ces dessins et cette écriture pourraient laisser penser que ça vient d'une autre planète, un livre qui aurait été déposé sur notre Terre pour faire comprendre comment marcherait et quelles sont les techniques dans la galaxie, sur les autres planètes qu'il y a dans l'univers. Alors évidemment, depuis le début de cette série, je suis pas vraiment convaincu des théories des extraterrestres et je sais que certains en commentaire réagissent à ça, donc je vais en parler maintenant. Selon moi, je ne pense pas
qu'il y ait eu des extraterrestres qui sont venus déposer des choses sur notre planète pour nous laisser des traces. Moi, je pense et je suis convaincu qu'il y a eu une perte de transmission de savoir. Sur ça, j'en suis pratiquement convaincu quand on voit certaines constructions, certains artefacts à travers la planète. Néanmoins, les théories extraterrestres restent quand même quelque chose qui est très très présent dans toutes les théories inexpliquées de la planète. Pour mon cas, et c'est totalement personnel, je ne pense pas que ce soit le cas, et encore moins sur ce livre. Et d'ailleurs, pour parler d'extraterrestres, il y a des théories que je vois passer en ce moment, qui est la théorie des anciens astronautes. Alors, je ne me suis pas encore totalement documenté sur le sujet, mais si c'est un sujet qui vous intéresse, n'hésitez pas à le laisser dans les commentaires, et je me pencherai là-dessus. J'en ai vu pas mal d'entre vous dans les commentaires qui en ont parlé, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à le dire. Troisième théorie, je l'ai un peu abordé avant, mais tout simplement un langage qui a été créé par un génie ou un fou, qui serait totalement indéchiffrable, parce que selon lui, ça avait du sens, que ce soit d'un extrême ou de l'autre, c'est-à-dire que ce soit un génie ou quelqu'un qui était un malade mental, littéralement. Eh bien pour lui, ça avait une vérité et une signification que nous, on ne peut pas comprendre aujourd'hui. Et la dernière théorie, ce serait tout simplement que c'est un canular du Moyen-Âge, c'est-à-dire quelqu'un qui aurait écrit et qui aurait dessiné des choses qui n'ont absolument aucun sens, et qui, des centaines d'années plus tard, fait se poser pas mal de questions sur notre histoire et l'évolution de notre civilisation, mais que tout simplement c'était un prank. Et du coup, pour terminer sur le livre de Voynich, quelles ont été les études qui ont été faites dernièrement ou au cours de ces 100 dernières années? Alors, il y a eu des experts de code de l'armée américaine qui ont tenté de déchiffrer le livre, mais en vain, alors que pour le coup, c'est vraiment leur boulot de déchiffrer des codes. Il y a également eu l'IA et des analyses statistiques de chercheurs beaucoup plus récentes qui ont tenté de comprendre, de déchiffrer le livre, aussi en vain, parce que l'écriture n'est tout simplement pas assimilable. Apparemment, j'ai lu ça dernièrement, il y aurait quelqu'un qui aurait réussi à déchiffrer le mot taureau à l'intérieur. Ça veut dire qu'on aurait potentiellement, taureau, quelques lettres qui permettraient de déchiffrer le reste du livre, mais rien n'est fondé pour le moment encore. Et pour le coup, la datation au carbone 14 prouve l'authenticité du livre, il vient bien de la période médiévale, et pour le moment, on ne sait rien de plus sur ce livre. Le deuxième artefact duquel on va parler, ce sont les pierres d'Ica. Ce sont des pierres qui ont été retrouvées au milieu du XXe siècle à Ica, dans le sud du Pérou. Et pour le coup, c'est vraiment quelque chose d'inexpliqué et il y a eu énormément de controverses et, on va dire, de supercheries autour de ces pierres. Qu'est-ce qui rend ces pierres aussi intéressantes et mystérieuses? C'est qu'en fait, ces pierres seraient datées d'il y a 10 000 ans et elles sont gravées vraiment avec une finesse qui est assez exemplaire pour l'époque. Et surtout, elles représentent des choses qui ne peuvent absolument pas avoir cohabité ou même connaître ces technologies à cette époque-là. Parce qu'on peut retrouver évidemment des dinosaures, ce qui est déjà entre guillemets un problème parce que les fouilles archéologiques sont plus ou moins récentes dans notre histoire, mais surtout il y a des gravures dans ces pierres qui représentent des humains chevauchant des dinosaures. Ça voudrait dire que les humains et les dinosaures auraient cohabité à un moment ou à un autre dans notre histoire. Mais c'est pas tout, il y a également des représentations de chirurgie vraiment très poussées, comme des greffes du cœur ou des greffes du cerveau, également des constellations, et pour ceux qui ont vu ma dernière vidéo sur les lignes de Nazca, on peut également retrouver sur certaines de ces pierres les représentations justement des géoglyphes des lignes de Nazca. Pour vous parler un petit peu de l'histoire de ces pierres, elles ont été découvertes par un agriculteur du nom de Basilio Ushuaia dans la région d'Ica au Pérou au début du XXe siècle. Et ce qui est assez impressionnant, c'est qu'il avait une collection de 11 000 de ces pierres qui étaient gravées vraiment très très finement avec précision. Alors au début, personne ne s'intéressait vraiment à cette collection de pierres jusqu'à ce que celui qui les a rendues connues, le docteur Javier Cabrera, lui les rachète à environ 30 centimes d'euros pièce. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce que c'est très important dans l'histoire. Donc globalement, s'il lui a vendu ces 11 000 pierres, ça équivaut à 3 300 € de vente. Alors évidemment, à cette période-là, c'est beaucoup d'argent, mais ça vaut pas le temps passé sur ces pierres, parce que pour graver ces 11 000 pierres, ça lui aurait pris pratiquement la moitié de sa vie. Pourquoi est-ce que je vous raconte ça? Parce qu'il y a énormément de controverses autour de ces pierres, parce que ce qui est gravé dessus dépasse totalement ce qu'on pouvait connaître à l'époque, justement de ces technologies et du croisement entre les dinosaures et les humains. Et d'ailleurs, ce malheureux Basilio Ushuaia a été arrêté par la police péruvienne pour justement contrefaçon d'objets archéologiques, et il a dû avouer, un peu on va dire de force, que c'était lui qui les avait faites, sinon il allait tout simplement passer sa vie en prison. Donc il a avoué que c'était lui qui avait fait ces 11 000 pierres, mais il y a pas mal de choses qui ne collent pas, parce que déjà, pourquoi avoir vendu toutes ces pierres pour si peu, pour autant de travail,
alors que visiblement il aurait passé la moitié de sa vie, et surtout que quelques années plus tard, il aurait avoué devant les télévisions allemandes qu'il avait menti et qu'il avait vraiment trouvé ces pierres déjà comme ça, gravées proches de chez lui, et surtout que ces pierres ont été à peu près datées d'il y a 10 000 ans, et justement, c'est là où toute la controverse existe. Si vous voulez beaucoup plus de détails sur toutes ces pierres, nous on va rentrer dans toutes les théories et évidemment toutes les explications, mais je suis tombé sur une vidéo et sur quelqu'un qui fait des vidéos très intéressantes sur ce sujet-là, c'est Julie Couvreur, je vous mets en description, elle a vraiment fait un live, je crois, de plus de 2 heures et une vidéo condensée sur les pierres d'Ica. Je vous invite à aller voir son travail parce que c'est vraiment très intéressant comme travail de recherche. Et pour le coup, malgré le fait qu'on ait accusé ce pauvre Basilio d'avoir fait des faux, il y a quelque chose qui est très très important de noter, c'est qu'il aurait fait ces pierres en 1966, l'année très importante, sauf que sur 12 de ces pierres, et écoutez bien ça parce que ça c'est plutôt choquant, il y a littéralement les étapes une à une de comment est-ce qu'on fait une greffe du cœur. Et ce qui est absolument incroyable, c'est que la première greffe du cœur a eu lieu 1 an plus tard. Alors est-ce que monsieur Basilio Ushuaïa était passionné de médecine chirurgicale à tel point qu'il savait exactement, avant même que la première opération ait lieu, de comment est-ce qu'on fait une opération du cœur pour les graver sur une pierre? Je suis pas sûr. Et c'est là encore une fois où tout le mystère plane. Pour vous rendiez vraiment compte du travail de ces pierres, on va prendre quelques photos et les regarder en détail. Donc ce sont des galettes de pierre faites d'andésite, elles sont de tailles différentes, il y en a des petites qui sont vraiment minuscules, à certaines qui font plusieurs kilos. Alors on n'est jamais dans des poids comme on a l'habitude de voir sur cette chaîne qui font des tonnes et des tonnes, mais déjà 11 000 petits cailloux, ça fait beaucoup de cailloux. Comme vous pouvez voir, les gravures sont très très précises. On ne connaît pas exactement les outils qui ont été utilisés pour justement graver ça. Il y a des lignes très très serrées pour représenter justement la peau, que ce soit des dinosaures ou des différentes gravures dessus. Et ce qui est assez choquant, c'est que malgré tout ça, on voit un vieillissement sur ces pierres, c'est-à-dire que c'est un vieillissement qui se fait naturellement avec les années, que ce soit par l'érosion de l'eau ou de la terre, et c'est justement ce qui fait que on pense que ces pierres sont aussi âgées, parce que c'est quelque chose qu'on peut entre guillemets calculer. Je vous le redis ici, mais le carbone 14 ne permet pas de dater les pierres, uniquement les matières organiques, donc les feuilles, la mousse, les choses comme ça, mais pas les pierres, et en fait la seule façon de se rendre compte de si elle est âgée ou non, c'est de l'usure de ces pierres. Et il y a quelque chose d'autre qui atteste que ces pierres sont vieilles, c'est parce qu'elles ont été enterrées sous plusieurs dizaines de mètres de couches de terre, ce qui prouve que si ce dépôt s'est fait naturellement, il a fallu énormément de temps pour qu'elle se retrouve là. On va maintenant aborder 4 théories à propos de ces pierres. Alors avant qu'on commence, il y a quelque chose que je trouve assez étonnant et choquant malgré l'histoire, c'est qu'aujourd'hui c'est acté que ces pierres sont des fausses et que ça a été tout simplement un canular, parce que sur Wikipédia, quand vous regardez, c'est totalement ça qui sort. Il dit que ce sont de faux témoignages et de fausses pierres archéologiques qui ont été faites. Pour les informations, il y a un musée toujours à Ica où toutes ces pierres sont visibles, dans le musée notamment de Javier Cabrera. Il faut savoir que si vraiment ça avait été quelque chose qui était un canular pour se faire de l'argent, pourquoi est-ce que Javier Cabrera les a toutes gardées et ne les a jamais vendues? Ça aussi, ça reste un mystère. Alors première théorie qui est plutôt logique, ce serait le témoignage d'une civilisation technologiquement évoluée qui aurait disparu ou du moins oubliée, parce qu'évidemment quand on a des greffes de cœur, des greffes de cerveau, et encore une fois, possiblement le croisement entre l'homme et le dinosaure, ça voudrait dire que ça réécrit toute notre histoire et que les hommes et les dinosaures ont cohabité à un moment ou à un autre dans l'histoire. Il faut quand même se rendre compte que les dinosaures ont disparu il y a des centaines de millions d'années, donc ça laisse quand même énormément de temps entre eux et le premier monument qu'on connaît humain aujourd'hui qui est Göbekli Tepe, que vous avez peut-être vu aussi dans mon ancienne vidéo. Mais en tout cas, ça laisse planer une théorie sur cette civilisation technologiquement avancée qui aurait disparu. Deuxième théorie, encore une fois celle des extraterrestres, où justement ce seraient des pierres qui auraient été déposées là par les extraterrestres et qui expliqueraient leur méthode pour faire une greffe de cœur, une greffe de cerveau, et qui, eux, auraient pu vivre en même temps que les dinosaures. Voilà une autre théorie encore extraterrestre. Évidemment, quand on voit la technologie avancée qui sont gravées sur ces pierres, et même la façon dont ça a été gravé, on peut évidemment se poser la question. Troisième théorie, et celle qui est acceptée aujourd'hui, c'est que tout simplement, c'est un canular du XXe siècle pour vendre justement ces pierres et se faire de l'argent. Alors, faut que vous sachiez, pour ceux qui n'ont jamais eu la chance d'aller au Pérou, la vente de marchandises faites main, c'est vraiment une institution au Pérou. N'importe où vous alliez, que ce soit au Machu Picchu ou à Cusco, il y a toujours des gens et des habitants qui vendent des choses qu'ils ont fait eux-mêmes. Et justement, ces pierres seraient une représentation de ce commerce, on va dire, qui est présent absolument partout au Pérou et que c'est fait uniquement pour faire de l'argent. Et aujourd'hui, c'est cette théorie-là qui est acceptée, notamment sur Wikipédia. Et dernière théorie, ce serait que ces pierres, ce serait tout simplement une forme d'art ou de rituel
religieux qui permettait justement de laisser une trace de ces rituels-là. Alors ce qui est quand même très étrange, c'est que pour le coup, il y a quand même des choses inexpliquées. Bon, les dinosaures, pourquoi pas en avoir trouvé à cette époque-là et les graver sur des pierres, parce que c'était quand même une découverte absolument phénoménale, mais ça on n'en sait rien, c'est vraiment une de mes théories. Mais ce qui explique pas, c'est justement la médecine avancée qui aurait été gravée dessus, donc pourquoi faire cette forme d'art-là si ça n'avait même pas été découvert encore, même si on parle de l'époque précolombienne, ça reste quand même assez flou pour que ce soit juste de l'art selon moi. En tout cas, je vous laisse vous faire votre avis sur ces pierres, parce qu'il y a beaucoup de controverses, mais je trouve que pour le coup, c'est vraiment un artefact qui est fascinant. Ce troisième artefact pourrait littéralement reculer de 2000 ans l'invention de l'électricité, parce que la pile de Bagdad, c'est un artefact qui a été retrouvé en 1936 par l'archéologue Wilhelm König dans un village près de Bagdad en Irak, c'est pour ça que d'ailleurs qu'elle porte ce nom, et elle serait datée de environ moins 250 à plus 250 avant Jésus-Christ, c'est-à-dire qu'elle aurait littéralement 2000 ans. Alors pourquoi est-ce qu'on l'appelle la pile de Bagdad? C'est parce qu'en fait, elle avait un système assez rustique, mais très ingénieux, qui permettait notamment de faire de l'électricité à hauteur d'une pile, comme on a nous, vous savez les petites piles, de 5 volts, mais de ça, il y a 2000 ans quand même. Et ça voudrait dire que les anciens connaissaient déjà l'électricité. Alors voici à quoi ressemble l'objet et comment il se compose. Donc principalement, c'est un pot en argile de 15 cm de haut. Cette argile jaune est scellée avec de l'asphalte. À l'intérieur, il y a un cylindre en cuivre qui fait environ 9 cm de long, qui est évidemment placé à l'intérieur du pot et il contient une tige métallique. Cette tige est en fer et elle est insérée dans le cylindre en cuivre, mais sans le toucher directement. Donc voilà à peu près techniquement à quoi ça ressemblait. Et à l'intérieur de ce pot, ils auraient versé une solution alcaline, comme par exemple du vinaigre, et ça aurait apparemment permis de faire de l'électricité de 0,5 à 1 volt. Et pour le coup, c'est vraiment, mais alors vraiment pas à prendre à la légère, parce que s'ils étaient capables de faire plusieurs de ces pots, mais vraiment énormément, ça permettait potentiellement de développer une puissance électrique qui est bien plus grande que ça, et ça pourrait expliquer notamment certains sites mégalithiques autour de la planète, notamment ce qu'on appelle les pierres cyclopéennes, qui à certains endroits ressemblent littéralement à des pierres fondues dans un moule pour qu'elles se calent totalement parfaitement entre elles, on l'a déjà vu dans d'autres vidéos, mais du coup la connaissance de l'électricité pourrait laisser planer une théorie sur la création de ces pierres-là. Encore une fois, c'est mon idée, mais je trouve ça très très intéressant. On va rentrer maintenant dans les théories et on va aborder 4 théories. Et la première est tout simplement que la pile de Bagdad était vraiment une pile. Parce que avec des expériences modernes, on a pu se rendre compte qu'en rajoutant du coup des électrolytes, donc comme le vinaigre par exemple, ça permettait littéralement de créer un courant faible, mais un courant quand même. Donc c'est-à-dire que grâce à des analyses modernes et grâce aux tests de cette pile de façon moderne, c'est-à-dire dernièrement, on a pu prouver qu'elle fonctionnait. Et donc je trouve ça absolument incroyable, parce que ça veut dire que ça marche. Je sais pas, il y a que moi que ça marche. C'est une pile qui a 2000 ans, qui fonctionne. Deuxième théorie, c'est que justement cette pile aurait été utilisée pour l'électrolyse. Alors pour vous expliquer ce que c'est l'électrolyse, c'est le fait de pouvoir plaquer de l'or ou de l'argent sur un autre métal. Typiquement, c'est quelque chose qu'on pouvait voir énormément en Égypte. Tous les sarcophages de gens très très importants dans l'Égypte antique étaient faits en or. Alors peut-être qu'à cette époque-là aussi, ils avaient la connaissance de cette pile de Bagdad et qu'ils pouvaient, grâce à l'électrolyse justement, faire ces incroyables objets en or qu'on voit en Égypte. Ne vous inquiétez pas, vous êtes beaucoup à me demander de parler de l'Égypte, mais je vais y arriver tranquillement parce qu'il y a énormément de choses à dire sur l'Égypte. Donc je vais y arriver tranquillement, mais ça pourrait expliquer, encore une fois, comment est-ce qu'à l'époque ils pouvaient faire de l'or aussi raffiné. C'est tout simplement, il était plaqué sur d'autres matériaux. Et d'ailleurs, si on regarde ce hiéroglyphe qui a été gravé à l'époque de l'Égypte antique, hiéroglyphe qui fait énormément débat aujourd'hui, mais on a un petit peu l'impression qu'il représente la pile de Bagdad. La troisième théorie, c'est que la pile de Bagdad aurait été un objet religieux ou médical et que grâce justement à ces petites décharges électriques, c'était utilisé en médecine à l'époque. Ça reste une théorie qui est intéressante et qu'il faut considérer, selon moi. Et la dernière théorie, c'est que la batterie de Bagdad ne serait pas du tout une batterie, mais une simple jarre où on pouvait contenir des liquides, et que c'est une interprétation moderne de croire que c'était une pile. Alors voilà, ça c'est une autre théorie. Moi vraiment je vous les énumère, après c'est à vous de vous faire vos idées, mais je trouve que cet objet est totalement fascinant parce que ça pourrait expliquer énormément de choses qu'on ne peut pas expliquer encore aujourd'hui sur certains sites mégalithiques, et j'adore cet objet et j'espère qu'on aura la chance peut-être de le voir, ou du moins peut-être un jour de tester cet objet en vrai. Ça pourrait être très intéressant.
Et pour ce dernier artefact, on va parler de métallurgie. On va parler des clous d'aluminium d'Aioud. Ce sont des clous qui ont été découverts en 1973 près de la ville d'Aioud en Roumanie. Et c'était des ouvriers qui effectuaient une excavation du lieu qui sont tombés sur justement un étrange objet métallique enfoui sous 10 mètres de terre, aux côtés d'ossements qui ont été fossilisés d'un mastodonte. Alors là, pour le coup, retrouver ces deux choses totalement séparées ensemble, c'est très étrange. Ça veut dire que ça daterait, ces clous, de 10 000 ans. Alors, où est-ce que c'est un problème que ce soit en aluminium? Alors déjà, le fait que ce soit une pièce qui est travaillée, c'est-à-dire qu'elle a une forme spécifique, pose déjà un problème parce que si ça date d'il y a 10 000 ans, il aurait fallu connaître la métallurgie, c'est-à-dire le fait de pouvoir fondre l'aluminium. Le problème, c'est que l'aluminium pur a été découvert et produit qu'au 19e siècle. Parce que avant ça, c'était tout simplement impossible de l'extraire parce qu'il fallait une température extrêmement élevée et un procédé électrochimique avancé pour pouvoir justement le travailler. Alors voici quelques photos pour vous illustrer justement ces clous d'aluminium d'Aioud. Ils mesuraient environ 20 cm de long, 12,5 cm de large et 7 cm d'épaisseur. Mais ce qui le rend pour le coup absolument exceptionnel, c'est qu'il est fabriqué à 89% d'aluminium avec des traces de cuivre, de zinc, de plomb, de cadmium, de nickel et d'autres éléments. Il pèse environ 2,5 kg et il ressemble totalement à une pièce de machine ou d'outillage très moderne. On va maintenant rentrer dans les théories pour cet objet et vous allez voir que c'est assez similaire aux autres théories qu'on a pu voir pour les autres artefacts de cette vidéo. En fait, on arrive toujours sur la même chose. Est-ce que ça vient d'une période, d'une civilisation technologiquement évoluée qui a été oubliée? Et là, pour le coup, encore une fois, vu que ça ressemble vraiment à une pièce de machinerie, on peut notamment faire un peu le parallèle aussi avec le disque de sabot qu'on a vu dans la première vidéo de cette série-là sur les objets inexpliqués, qui ressemble lui aussi littéralement à un engrenage moderne. Eh bien, on peut encore une fois se poser la question de est-ce qu'il manque une partie de notre histoire où cette civilisation évoluée existait et où elle avait des machines moderne comme nous on a aujourd'hui. Ce qui laisse aussi planer le doute sur le fait que ça vient d'une technologie avancée, c'est que c'est un alliage d'aluminium qui est complexe et qu'il faut des procédés vraiment chimiques, techniques pour pouvoir réaliser une pièce comme celle-là, et que vu qu'elle a été retrouvée d'ossements qui ont été datés d'il y a 10 000 ans, eh bien ça laisse cette théorie totalement entendable. La deuxième théorie, c'est celle encore une fois des extraterrestres. Vu que c'est un alliage de métaux qui n'existait pas sur la planète à cette époque-là, est-ce que ça viendrait d'une pièce, d'un vaisseau OVNI qui aurait échoué sur la planète? C'est encore une fois une théorie qui est mise en avant parce que dans les anciens mythes roumains, ils parlaient parfois de dieux du ciel qui pourraient être interprétés justement comme un lien avec des visites extraterrestres. La troisième théorie, et c'est un mot que j'ai découvert en faisant ces recherches, c'est que ce serait un OOP art, ce qui veut dire Out of Place Artifact. Ça veut dire que c'est un artefact qui est hors de son temps. Ça voudrait dire que c'est un objet qui a été perdu ou mal daté et qui viendrait peut-être d'une période beaucoup plus moderne que celle qu'on pense et qui du coup aurait été daté avec les ossements avec lesquels il a été retrouvé qui datent d'il y a 10 000 ans et du coup qui ne ferait pas partie de cette époque-là. Et la quatrième théorie est un petit peu similaire, que effectivement ce serait une pièce d'ingénierie moderne qui aurait été perdue à cette époque-là et qui justement crée tout un engouement et des théories inutiles autour du fait que on connaissait la métallurgie il y a plus de 2000 ans et qui viendrait par exemple de la Seconde Guerre mondiale et qui aurait été perdu à cet endroit-là en Roumanie et redécouvert récemment. Mais le problème avec cette dernière théorie, c'est que l'objet a été découvert sous plusieurs couches de terre, ce qui laisse penser que beaucoup de temps s'est passé et que la terre s'est évidemment accumulée au-dessus. Donc ça rend un petit peu la datation compliquée de dire que c'est un objet qui est récent parce que tout simplement sa profondeur prouve le contraire. Pour conclure ces vidéos à propos de ces artefacts, moi vraiment j'ai été impressionné des découvertes et vraiment hyper intrigué de ces 4 objets parce que c'est à la fois des objets qui sont totalement différents mais à la fois qui laissent penser à des théories de civilisation avancée oubliées ou du moins des traces de cette civilisation-là, ou alors peut-être que tout ça est juste mal daté, que ça fait une énorme coïncidence. Ça, c'est à vous d'en juger. Moi, je pense qu'après cette année de recherche et de découverte à travers mes voyages, et évidemment mes lectures de documents, j'en viendrai à une théorie que je vous exposerai à la fin de l'année en résumant tout ce que j'ai découvert. Mais en attendant, on est là pour comprendre des choses et que chacun fasse son propre avis. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, à partager la vidéo à quelqu'un que vous savez que ça va passionner pour pouvoir discuter soit en repas de famille, soit en repas entre potes, soit hurler à l'oreille de quelqu'un en boîte de nuit, ça peut être intéressant aussi. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, c'était Anil et on se retrouve très vite pour une nouvelle aventure.